Regard sur l'actualité, le décryptage de l'actualité sur la VSTV. Bonjour et bienvenue. Au sommaire de ce numéro, Winnie Madikizela Mandela, la mère de la nation, l'icône de la lutte anti-apartheid, épouse de Nelson Mandela, est décédée lundi 3 avril des suites d'une longue maladie à l'âge de 81 ans dans une clinique à Johannesburg, en Afrique du Sud. Que retenir du combat héroïque de Winnie Mandela ? Muhammadu Buhari, le commandant en chef de la République fédérale du Nigeria, annonce se représenter à l'élection présidentielle de février 2019. Parviendra-t-il à faire l'unanimité autour de sa candidature, déjà contestée par une frange des cadres de son propre parti, le APC, le All Progressive Congress? Enfin, les jours passent et se ressemblent en Syrie. La guerre sanglante et inhumaine que se livrent Damas et les rebelles est insoutenable, tant par la cruauté des actes posés que par l'utilisation d'armes non conventionnelles. Et sont impliqués dans ce combat face au drame quotidien la communauté internationale qui reste impuissante, manipulée par le jeu et des vétos entre d'une part les Occidentaux conduits par les États-Unis et la Russie, indéfectible soutien de la Syrie d'autre part. À quand la fin? Et pour en parler, j'ai plaisir à recevoir Florent Kwame, consultant politique, journaliste. Bonjour Florent. Bonjour Marius. Alors tout de suite, nous le disions, Winnie Mandela, c'est avant tout une vie engagée, un combat contre le système, le pouvoir blanc de l'apartheid, la lutte pour les droits civiques de son peuple. Florent Kwame. Oui, tout à fait. Winnie Mandela, c'est l'icône de l'Afrique du Sud en ce qui concerne la lutte féminine en matière d'abolition de l'apartheid, parce qu'on sait que Nelson Mandela a été ce qu'il a été parce que Winnie était à ses côtés. Et lorsque Winnie rencontre Nelson Mandela, ils sont ensemble juste pour quelques mois et Mandela, déjà confronté à une situation de non-retour, va le conduire directement à la prison de Robben Island. Et Winnie Mandela est resté à ses côtés. Entre-temps, ils ont pu faire 2 filles et ces 2 filles aujourd'hui portent tout l'espoir de l'Afrique du Sud sur elles, vu qu'en elles, nous avons un peu de Winnie et un peu de Mandela. Oui, bien sûr, nous y reviendrons. Et Winnie Mandela, on comprend aisément, c'est donc des tranches de vie partagées entre la lumière et l'ombre, Florent. Oui, l'image est très belle entre la lumière et l'ombre parce que Winnie Mandela, la lumière, parce qu'elle a aidé Mandela à lutter pour pouvoir emmener tout le peuple blanc de l'Afrique du Sud à admettre que les Noirs aussi sont des Sud-Africains au sens propre du terme et au même titre que eux les Blancs. Winnie Mandela était à l'avant-garde de la lutte féminine parce qu'elle a motivé les femmes à s'engager dans ce combat où les Blancs menaçaient de représailles tous les Africains qui aspiraient tant soit peu à avoir une même égalité du point de vue de la gestion des terres en Afrique du Sud, du point de vue de la liberté d'expression, du point de vue du pouvoir étatique sud-africain. Et c'est tous ces aspects politiques qui déterminent donc le caractère lumineux de Winnie Mandela, si on peut le dire. Au-delà de ces aspects, il aime l'obscurité, il a même une forme d'obscurantisme entre griffes qui ne dit pas son nom, parce que Winnie Mandela était versée dans des actes de corruption, elle était versée dans des actes de meurtre dissimulés. Des frasques aussi. Absolument. Et elle a même malmené des personnes qui ont trouvé la mort sous ses ordres. Bref, elle a eu un passé sombre et un passé lumineux. Mais nous croyons qu'au-delà de l'obscurité, la lumière a pu prendre le jour parce qu'elle porte l'image de l'Afrique du Sud. On va le voir tout de suite dans le récit complet, donc consacré à la vie de celle que les Sud-Africains, grands et petits, ont surnommée la mère de la nation. Née en septembre 1936 dans un village du Transkei, en pays Xhosa, Winnie Madikizela Mandela, qui a perdu très tôt sa mère, s'est retrouvée à Johannesburg pour terminer ses études. Elle fut la première assistante sociale noire de l'Afrique du Sud dans ce qui était déjà l'apartheid, instauré en 1948. En 1958, elle rencontre Nelson Mandela, divorcé, qu'il épouse au mois de juin de la même année. Le couple vit dans une modeste maison de briques à Soweto. Le massacre de Shapperville en 1960 la privera un an plus tard de la présence de son mari, contraint à la clandestinité puis à la prison à vie au bagne de Robben Island où elle lui rend visite. À Brentford, Winnie Mandela commence à prendre sa revanche. Visiteurs, chèques et cadeaux affluent du monde entier. Elle accueille les journalistes étrangers et devient le prolongement physique de son mari,
même si elle ne parvient pas encore à s'imposer dans les structures internes de l'ANC. En 1984, elle a le droit pour la première fois d'embrasser Nelson qu'elle n'a pas touché. Depuis 21 ans, il a 66 ans et elle 48. S'estimant être un centre de pouvoir, elle s'entoure de jeunes qui forment une milice, le Mandela United Football Club, à qui plusieurs meurtres sont imputés. Nommée ministre déléguée en 1994, elle est limogée en 1995 pour indiscipline. Elle entretient à cette époque une liaison orageuse avec un jeune avocat, Deli Mpofu. Pressé par son parti et ses amis de procéder au divorce, Nelson Mandela s'y résout en 1996 pour infidélité de son épouse. En avril 2003, Winnie Madikizela Mandela avait dû démissionner de toutes ses fonctions politiques, ce qui ne l'avait pas empêché de faire son retour en 2009. Forte tête et rompue aux jeux politiques en Afrique du Sud, Winnie Mandela s'est éteinte à 81 ans le lundi 2 avril 2018 des suites d'une longue maladie. Winnie Mandela était-elle en droit de revendiquer l'héritage politique, l'aura internationale de son époux Nelson Mandela? Oui et non. Oui, parce qu'elle croit qu'elle fait partie de cette femme. On connaît l'histoire de Winnie Mandela. Elle est assistante sociale de formation. Tout à fait. Elle avait une bourse d'études pour aller étudier aux États-Unis. Elle a refusé. Et c'est dans ce laps de temps, en étant récent en Afrique du Sud, que les liens avec Mandela se sont davantage amplifiés. Donc elle a accepté de perdre d'elle-même pour sauver l'Afrique du Sud. Cela mérite d'être salué au-delà de l'Afrique du Sud et par le monde entier. Au-delà de ces aspects positifs, Winnie Mandela peut réclamer un héritage. Mais pas un héritage qui l'emmènera à chercher à exercer le pouvoir étatique sud-africain. C'est l'idée qu'il a habité. Vous savez, chaque peuple a ses réalités. Et l'Afrique du Sud, il est encore difficile qu'une femme puisse être mise à la tête du pouvoir étatique. Nous ne sommes pas là pour l'instant. Mais Winnie se transformait en vrai homme comme vraie femme. Oui. Et cela ne passait pas parce qu'elle croit que l'Afrique du Sud, en partie, est devenue ce qu'elle est parce qu'elle a participé à lui permettre de devenir ce que l'Afrique du Sud est aujourd'hui. Mais malheureusement, il aurait fallu qu'elle reste blanc comme neige. Cela n'a pas été le cas. Et ça a jeté un discrédit sur son honorabilité pendant plusieurs années, ce qui a fait que tout ce qu'elle a pu bien construire s'est effondré comme un château de cartes. Alors, Winnie s'en va, Winnie tire la révérence. Donc, que retenir de son combat sur le continent africain? Que retiendra-t-on? On retient que ça a été une femme battante, c'était une combattante, ça a été une partisane de la liberté, ça a été une femme qui a montré que la femme peut se prononcer et que la femme n'est pas le sexe faible de l'humanité. C'est son retien de Winnie et elle est restée courageuse, elle est restée au forceps. Mais ce que nous ne retenons pas de Winnie, ce que nous ne devons pas retenir d'elle, c'est le fait qu'elle soit trop attachée à l'intérêt, à l'argent, à la corruption. Ce qu'on ne doit pas retenir de cette grande dame, c'est sa faiblesse et le souci de ce qu'elle n'a pas pu garder le bon combat jusqu'à la fin parce qu'elle a trahi Mandela avant qu'il ne sorte de prison. C'est ce qui a favorisé leur séparation. Au-delà de ces aspects, Winnie refusait la soumission. Et trop refuser de se soumettre à un moment donné, c'est créer la désobéissance. C'était les failles qui étaient en Winnie. Mais il faut retenir d'elle, au-delà de tous ces aspects qui ne sont pas véritablement positifs, que ça a été une femme qui aura marqué le monde entier. Salut donc la combattante. La première puissance économique de la sous-région en Afrique de l'Ouest s'apprête à vivre une importante année électorale, l'élection présidentielle de février 2019. Il n'y a pas de place au doute. Muhammadu Buhari, 75 ans, l'actuel président, a annoncé officiellement se représenter à cette élection pour le compte de son parti, le APC, le All Progressive Congress. Alors Florent Kwame, pourquoi une telle candidature de Buhari qui ne fait pas l'unanimité au Nigeria? Oui, Buhari, nous savons que ce n'est pas nouveau. En 1980, il était au pouvoir au Nigeria. Nous savons ce que Muhammadu Buhari a fait. Et l'histoire du Nigeria est une histoire assez longue, on n'en finira pas sur ce plateau. Tout à fait. Buhari vient du nord, nous savons que Goodluck Jonathan vient du sud. Il y a ce combat permanent du point de vue religieux entre les nordistes et les sudistes de la majeure partie de nos peuples africains, malheureusement. Et au Nigeria, cela est très courant. Tout ce que nous avons comme crise depuis Kano, toutes ces zones où les musulmans détruisent les temples chrétiens, mais tout cela s'explique également à la tête du pouvoir étatique nigérian. M. Buhari, aujourd'hui à 75 ans, il est très malade, extrêmement malade d'ailleurs. C'est un mort vivant, on peut le dire, parce qu'il ne tient plus sur ses pieds. Il était soigné pendant très longtemps, au-delà du Nigeria, à Londres. Oui. Mais jamais les Nigériens n'ont su de quoi il souffre jusqu'à aujourd'hui. Alors que la pathologie est là, elle est lancinante. Et elle est au-dedans de lui, il en souffre toujours. Et en dépit de cela, il envisage encore un autre pouvoir étatique nigérian. Je crois que ce n'est pas la bonne idée. Et en la matière, APC n'est pas encore favorable à ce qu'il demande. C'est vrai qu'il pourra s'imposer, mais le peuple nigérien reste souverain.
La présidence Boari, parlant du mandat qui prend fin donc en janvier 2019, que retiendra-t-on de son action à la tête de l'État en termes de bilan? En termes de bilan, il est mitigé. Nous retiendrons que c'est sous son nez que ces 200 filles qui ont été arrêtées, malheureusement par Boko Haram, ont pu commencer à être libérées. Oui. Mais nous croyons que ce n'est pas forcément de son fait, parce que les actions de sa part n'ont pas été perçues. Nous croyons que c'était la fin d'un cycle pour que Boko Haram commence à libérer ces filles, ou que Dieu lui-même, par son action qui transcende toute chose, ait permis que ces filles-là puissent échapper une à une de ces assassins. Au-delà de ces aspects, l'aspect corruption n'a pas été véritablement enlevé du système de gestion du pouvoir nigérian, parce que la corruption gangrène le Nigeria. Il y a le déficit en matière d'énergie. Au Nigeria, l'électricité, en partie dans certains États, c'est le matin, l'après-midi, c'est dans d'autres, alors qu'on dit de lui que c'est le géant d'Afrique. On dit de lui qu'il est le premier producteur africain de pétrole. Pour dire que Boari a suffisamment mis un tant soit peu un bémol aux bonnes activités que Goodluck Jonathan avait commencé au Nigeria. Donc pour l'instant, on ne peut pas voir un point de vue totalement positif sur sa gestion statique. Un bilan mitigé d'ailleurs. Et très loin même du Nigeria pendant plus d'une année. Tout à fait. Et vous l'invoquiez à l'instant, la clause de l'alternance au pouvoir entre le nord musulman et le sud chrétien. Alors cela ne sera-t-elle pas donc une source de tension politique au Nigeria? Oui, c'est une possibilité, mais je crois que depuis la guerre du Biafra, les Nigérians sont suffisamment responsables et matures. Ils n'en viendront pas là. Et je crois que c'est ce que Goodluck Jonathan a voulu éviter. Voilà pourquoi il a accepté de passer et de partir d'abandonner le pouvoir étatique. Sinon, tout était réuni pour qu'il fasse un bras de fer. Il faut reconnaître que le nord musulman nigérian est encore plus fort que le sud. Nous voyons les actions de part et d'autre. Et je ne vais pas citer les noms de tous ces chefs d'État nigérians, musulmans, donc du nord, qui ont pu diriger l'État nigérien jusqu'à ce jour. Les chrétiens sont moins que les musulmans ne le sont. Cela dit, cette crise du point de vue religieux n'arrivera pas. Parce qu'il y a toujours une prise de conscience au niveau national qui habite les Nigérians. Oui. Mais au-delà de ces aspects, ça crée des clivages, oui. Ça crée beaucoup de clanisme, ça crée des divisions et qui fait que c'est un État qui, par endroit, n'est pas véritablement soudé et uni. Alors, nous voyons tout cela en images. Le deuxième mandat n'est plus un sujet de spéculation au Nigeria. Malgré son état de santé fragile, le président Muhammadu Buhari a officiellement annoncé ce lundi 9 avril son intention de se représenter à la présidentielle de 2019. Une élection gagnée d'emblée selon le communiqué de la présidence. Le président Buhari vient d'annoncer son intention d'obtenir l'investiture du All Progressive Congress et de concourir pour un second mandat à l'élection de 2019. La victoire est assurée par la grâce de Dieu et, ensemble, nous devons continuer à assainir l'environnement politique du Nigeria. Même s'il bénéficie de soutien de ses partisans, le chef de l'État ne fait toutefois pas l'unanimité. À 75 ans, l'ancien général est très souvent malade. Depuis son élection en mars 2015, il a passé 5 mois à Londres pour se faire soigner. L'opposition, quant à elle, l'accuse d'être inapte au travail. Il est le mieux placé pour apprécier les aptitudes et apprécier le travail du chef d'État. Même si on le sait, il a passé une bonne partie de son mandat à l'extérieur du pays pour des soins. Aujourd'hui, c'est lui qui sait s'il est en mesure de le faire. Comme c'est par les élections, je pense pas qu'il y ait matière à épiloguer sur le sujet. Les élections vont déterminer sa capacité à répondre encore aux attentes des Nigériens. Donc là-dessus, je pense pas que le débat dépasse le cadre politicien et même électoral. L'économie nigériane peine à émerger de la récession et les forces de sécurité n'arrivent pas à venir à bout de Boko Haram. Outre la secte terroriste et les groupes rebelles actifs dans la région pétrolière du delta du Niger, le futur président aura notamment comme défi le redressement de la première économie d'Afrique de l'Ouest liée à la chute des cours du baril. Buhari est un homme bien. Il est intègre, il dit la vérité et il agit justement. Ce n'est pas un voleur. On n'a pas grand-chose à redire. Vous savez, on veut qu'il soit réélu. Et s'il est réélu, ça ira encore mieux qu'avant. Je pense que Buhari n'a aucune raison de se représenter, considérant sa santé, compte tenu de son échec dans la lutte contre le chômage, de son échec à résoudre les problèmes de sécurité et aussi à cause du népotisme dans son gouvernement. Avec cette ambition de se représenter à l'élection présidentielle de février 2019, Buhari ne va-t-il pas modifier l'ordre constitutionnel, perturber en quelque sorte le jeu démocratique? Non, pour l'instant, il est dans ce droit. Il a 75 ans, il souhaiterait briguer un autre mandat en février 2019. C'est vrai, il peut le faire.
mais je ne pense pas qu'il soit dans cette dimension pour l'instant. Pour l'instant, c'est d'emmener les Nigériens à savoir qu'il peut encore diriger, le faire croire qu'il est bien portant, le faire croire que tout ce qu'il n'a pas pu faire en 4 années était dû à la maladie. Mais est-ce qu'il est vraiment guéri? C'est la grosse interrogation. D'accord. Alors, Florent Kwame, on peut avoir une idée des potentiels candidats face à Bouhari Mouhamadou pour cette élection en février 2019? Oui, les candidats sont nombreux. On a le parti majeur de l'opposition qui a une flopée de candidats. C'est vrai qu'ils ont été perturbés, surtout par Bouhari et tout son système militarisé autour de toutes ces personnes-là, pour les traquer en justice, pour déceler des failles dans leur gestion lorsqu'ils étaient ministres, sous le Goodluck Jonathan. Mais toutes ces personnes sont encore présentes au Nigeria. Donc rien n'a encore gagné pour Bouhari, à condition que, comme la technocratie électorale ne dit pas son nom dans les méthodes... La technologie d'ailleurs. Absolument. Oui. Dans les méthodes Made in Africa, nous croyons réellement que peut-être que M. Bouhari pourrait compter sur ces méthodes qui sont malencontreuses pour l'Afrique. Mais nous espérons qu'il ne puisse pas en faire usage et qu'il puisse aller à un jeu démocratique clair. Cependant, les opposants sont là. Au moment opportun, ils vont se prononcer et je crois qu'ils ont d'ailleurs commencé. D'accord. Alors, c'est une actualité que nous suivrons d'ailleurs sur la VS TV. En Syrie, la situation devient de plus en plus intenable. Les grandes puissances, les Occidentaux, menés par les États-Unis d'un côté, la Russie de l'autre, sont au bord de l'affrontement, pour ne pas dire la guerre. Alors, Florent, quelle est cette guerre qui couve entre les États-Unis et la Russie? Oui, cette guerre qui couvre, le thème est bien employé. Il faut reconnaître que la guerre de la Syrie est une guerre aux multiples enjeux. Et nous savons aujourd'hui que, à force d'avoir utilisé des images, des prête-noms, des boucs émissaires, les véritables alliés et les personnes tapis dans l'ombre, de plus en plus lèvent la tête pour dire c'est moi qui suis derrière, c'est toi qui es de l'autre côté. Et nous avons l'exemple de Douma, où l'arme chimique a été utilisée à Douma le 7 avril en Syrie. Il y a eu des meurtres, et c'est corrosif. Et ces méthodes-là sont des méthodes made in Russie. Nous le savons de par le monde entier. C'est les Russes qui sont véritablement les spécialistes de cette méthode de tuerie. Et en Syrie, c'est courant. De plus en plus, les gens en meurent, surtout dans la zone de Douma, qui vraiment a choqué le monde entier. D'où les actions des États-Unis d'Amérique depuis Donald Trump pour interpeller la Russie. Mais je ne pense pas, à mon humble avis, que les États-Unis et la Russie, nous puissions revenir encore rééditer ce que en 1950 nous avons pu bien voir dans la question de la Corée du Sud et Corée du Nord. On n'en reviendra pas, je ne pense suffisamment pas. Les enjeux du monde entier sont tels que on peut se tirer là-dessus, mais on finira par aviser nos positions respectives et aller à la paix. Donc la raison prendra le dessus. Alors en réalité pour nos téléspectateurs, que représente la Syrie au plan économique aujourd'hui? Ah oui, la Syrie au plan économique est une force. Nous avons le gaz naturel de la Syrie qui est dense, nous avons le pétrole. Et nous savons que le premier producteur de pétrole en Europe, c'est la Russie. Et la Russie a suffisamment de réserves. Et la Russie est très forte. Et retenez bien que de par le monde entier, le premier producteur de pétrole au monde en griffe en termes de réserves, ce sont les États-Unis d'Amérique, avec le Texas. Ils dépassent les États-Unis, l'Arabie Saoudite et le Koweït. Pourquoi? Parce que tout le pétrole puisé au niveau du Koweït, au niveau de l'Arabie Saoudite, sont conservés au Texas, en plus de ce que le Texas lui-même produit déjà. Et en Europe, c'est la Russie qui porte le flambeau, mais avec l'appui de la Syrie. Donc ces enjeux sont énormes pour les Russes. Et qui dit les Russes sont tous les petits États satellites autour de l'Union soviétique qui a été démantelée. Et tout cela, c'est la Russie qui est le pourvoyeur. Donc les enjeux sont énormes au-delà de Vladimir Poutine parce que c'est toute cette zone sur laquelle Poutine a une main parce que de plus en plus, il semble se lever comme un géant du monde. D'accord. Alors, il faut le dire, c'est bien sûr des intérêts économiques, donc les intérêts des États qui se disputent donc sur la crise syrienne. On peut le dire? On peut le dire aisément. Ce sont les intérêts des États. Et qui dit les États-Unis, dit les alliés de la Deuxième Guerre mondiale. On a la France, on a la Grande-Bretagne. Toutes ces personnes, c'est sûr, iraient avec les États-Unis. Et la Russie, de l'autre côté, il est seul. Mais il a avec lui la Syrie, il a avec lui la Chine qui ne se prononcera jamais, mais qui va toujours soutenir les Russes au détriment des alliés. Et il y a encore d'autres petits pays tels que l'Ukraine, la Moldavie, l'ex-Yougoslavie. Tous ces petits pays-là seront avec Poutine, qui bien évidemment est perçu comme les défenseurs. Retour sur la crise syrienne et la perspective d'un affrontement entre les puissances occidentales et la Russie. L'ultime poche insurgée de Syrie, la Ghouta orientale, est tombée aux mains de l'armée de Bachar el-Assad. Les derniers rebelles qui étaient retranchés dans la ville de Douma ont remis leurs armes lourdes. Selon une ONG, leur chef a quitté la zone en direction du nord du pays. Un drapeau hautement symbolique du gouvernement syrien flotte désormais sur Douma, marquant la reprise par le régime syrien du contrôle de la totalité de la Ghouta orientale, a annoncé ce jeudi l'armée russe. Par ailleurs, le Hezbollah a redéployé ces dernières 48 heures ses troupes qui opèrent dans ce pays depuis 2013 aux côtés de l'armée syrienne en prévision de frappes américaines.
Vladimir Poutine refuse la surenchère. Défié par Donald Trump, le président russe s'est gardé de parler de la Syrie ce jeudi en visitant un musée de l'espace à Moscou. La veille, il appelait la communauté internationale à faire preuve de bon sens. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, en revanche, est allée plus loin. Nous appelons tous les acteurs responsables de la communauté internationale à imaginer les possibles conséquences de ces allégations, ces menaces et même de ces actions planifiées. Personne n'a autorisé les dirigeants occidentaux à endosser le rôle de gendarmes du monde et en même temps d'enquêteurs, de procureurs, de juges et d'exécutants. Pendant ce temps, en Syrie, les soldats russes se préparent à entrer dans Douma, dernier bastion rebelle de Ghouta orientale, où a eu lieu l'attaque chimique présumée. Des experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques sont en route. Ils devraient se mettre au travail samedi. Florent, bien sûr que tout à l'heure tu l'indiquais, c'est qui se disputent bien sûr des intérêts économiques énormes. Comment expliquer alors que la communauté internationale est impuissante, voire même manipulée dans le jeu des vétos, comme nous l'indiquions tout à l'heure à l'entame de cette émission. Finalement, on ne sait pas avancer, on ne sait pas faire respecter un blocus, un droit humanitaire de porter assistance aux populations. Comment cela s'explique? Mais bien sûr, tout simplement parce que la Russie siège au Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie use de son droit de veto, les États-Unis en font de même, la France en fait de même, la Chine en fait de même, et nous voyons que la Grande-Bretagne en fait de même. Ces 5 États ont un droit de veto. Et il suffit que 1 ou 2 de ces États opposent le droit de veto, qu'aucune résolution ne puisse être votée. Et si résolution est votée par extraordinaire, nous voyons que sur le terrain, cela n'est pas appliqué, puisqu'il y a une des forces qui est sur le terrain et qui protège des intérêts parce qu'elle veut montrer à celui qui est en combat, c'est-à-dire le clan Bachar el-Assad, qui est protégé par la Russie, de ce que, tant que nous ne vous disons pas d'exécuter en rien une décision du Conseil de sécurité de l'ONU qui émane, bien évidemment, des États-Unis d'Amérique, accompagnés de ses alliés, la France et la Grande-Bretagne. Une question qui nous est venue donc des réseaux sociaux, je voudrais qu'on l'explicite une bonne fois pour toutes, rassurer les téléspectateurs. Y aura-t-il une 3e guerre mondiale à partir de la crise syrienne? Non, je ne le pense pas. Si guerre mondiale devait avoir depuis la guerre se serait déclenchée. Nous savons que la crise syrienne y est depuis plusieurs années et nous sommes encore dans cette guerre. Cette crise, je crois qu'elle est en train d'aller inexorablement vers sa fin. On a fini avec ces grandes zones où les rebelles étaient suffisamment assis avec des coalitions qui ne disaient pas le nom. On ne va pas citer les noms, on n'en finirait pas. Des grands réceptacles de rebelles ont été démantelés par la suite par Bachar el-Assad. Parce que les mêmes alliés qui avaient armé ces rebelles, les mêmes se sont ravisés après pour aller dans le même sens que la Russie à un moment donné. Mais nous croyons que nous nous retrouvons là à un point culminant où il y a quelques principes en matière de guerre qu'il faut respecter véritablement. Et la Russie, très souvent, joue le jeu qui n'est pas clair, parce qu'il y a un jeu trouble auquel la Russie joue, et c'est ce jeu-là qui décrit les États-Unis d'Amérique. Parce que utiliser l'arme chimique tel que l'a fait la Russie à partir de Bachar, cela est inadmissible, c'est inacceptable, c'est détruire toute l'humanité, parce que ces armes, ce que vous ignorez très souvent, sont rétroactives. Et c'est plusieurs décennies de personnes qui naîtront avec des bras coupés, des yeux coupés, manchots, borgnes, etc., de par le fait d'une guerre qui aurait pu s'arrêter et s'arrêter, prendre fin une fois pour toutes. On croise les doigts que finalement notre monde revienne à la raison à travers cette crise syrienne. Nous sommes au terme de cette émission. Regard sur l'actualité, c'est terminé. Merci à vous, Florent. Je rappelle que vous êtes journaliste consultant, expert en communication. Merci à l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. À bientôt pour un nouveau numéro. Shalom.